national de conférence de Diamniadio prévu demain, jeudi. Le centre est en tout cas bien prêt pour abriter le 15e sommet de la francophonie. Une visite guidée sur les lieux hier a permis à la presse d'en avoir le cœur net. Les organisateurs en ont profité pour retracer le circuit officiel du 15e sommet prévu, je vous le rappelle, à partir du 29 novembre prochain. Compte rendu d'Araba. La presse nationale du Sénégal au Centre international des conférences de Dakar à Diamniadio. C'est une première. Elle a même eu l'honneur de faire le circuit officiel du 15e sommet des chefs d'État et gouvernement et en partage le français. Des personnalités de marque qui seront accueillies par le président Macky Sall, hôte de ce 15e sommet, et Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, ici dans cet espace. Après l'accueil, elles seront au salon d'honneur jusqu'au moment de la photo de famille. Ce sera à quelques mètres de l'hémicycle où va se dérouler la cérémonie officielle du 15e sommet. Sur l'une des allées, l'entrée des chefs d'État et gouvernement, sur l'autre, les invités. La presse nationale a eu aussi accès à la salle des plénières et à celle réservée au huis clos. Les restaurants des chefs d'État à l'étage et des délégués au rez-de-chaussée ont été aussi visités. La presse nationale a également eu à voir à quoi ressemblaient les bureaux de certains officiels et les salles de réunion bilatérales. Parce que nous sommes à un mois du sommet. Du dehors, on avait entendu des informations comme quoi que les choses n'étaient pas prêtes et qu'il y avait hypothèque sur l'organisation du sommet. Mais à ce qu'on a vu aujourd'hui, il semble que vraiment que le Sénégal soit prêt aujourd'hui à organiser le sommet, même aujourd'hui. Nous avons pu aussi apprécier la fonctionnalité du bâtiment. C'est une visite qui est très appréciable et qui mérite d'être réalisée. Et je pense que tous les participants ont trouvé de l'intérêt. L'étape la plus attendue, celle de la salle de presse où vont se tenir les différents points de presse lors des assises de la francophonie et le local abritant les bancs de montage et les serveurs de stockage d'images relatifs à l'événement avec à l'appui un exposé d'un représentant du diffuseur hôte, la RTS. Nous avons été quand même agréablement surpris des dispositions techniques, organisationnelles en termes de salles et de participation effective et de qualité pour la presse, parce que c'est important. Du côté de la délégation générale pour l'organisation du sommet de Dakar, les objectifs de la visite ont été atteints. En 11 mois, nous avions reçu le mandat de faire en sorte que ce centre soit fin prêt à l'emploi. Donc c'était une façon de rendre hommage à la presse nationale et que tout a été fait pour que la première donc activité internationale que doit accueillir ce centre puisse être faite dans les meilleures conditions possibles. À la suite de la presse nationale, la presse internationale sera elle aussi conviée à une visite guidée au Centre international des conférences de Dakar. Et puis, coup de projecteur ce matin sur le Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar. Le CNAO, c'est un établissement public de santé spécialisé dans le traitement et la rééducation orthopédique. Le centre a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour prendre en charge des mutilés de guerre. Reportage signé Maïmounassi. Situé sur la rue Aimé Césaire de Fann, le Centre national d'appareillage orthopédique est vieux de plus de 50 ans. L'état de ce bâtiment en est une illustration. Le CNAO a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour la prise en charge des mutilés de guerre de l'AOF. C'est en 1956 qu'il a été transféré de l'hôpital principal à Fann. Il a été transféré ici au niveau de la rue Aimé Césaire. C'est pour ça d'ailleurs que ce centre porte le numéro 1 de la rue Aimé Césaire, bien qu'étant situé en plein milieu de la rue Aimé Césaire, parce que c'est l'un des premiers centres à être déplacé ici. Et il a été rénové au début des années 83-84 pour enfin se spécialiser, outre les mutilés de guerre, de prendre en charge toute la population qui souffrait de handicap, toute pathologie confondue.
Cet établissement public de santé est placé sous la co-tutelle des ministères de la Santé et de l'Économie. Avec sa palette de services, le Centre national d'appareillage orthopédique a 4 catégories de soignants. Quand vous entrez à droite du service, vous avez le service de rééducation fonctionnelle avec une vingtaine de kinésithérapeutes et une ergothérapeute. Et nous avons aidé en cela le service social avec des travailleurs sociaux qui nous aident à gérer les problèmes sociaux. Donc, on se pratiquement toutes les pathologies médicales et chirurgicales qui ont besoin de rééducation à la suite de nos collègues médecins et chirurgiens pour qui nous prenons le relais du traitement après qu'ils aient fini. Le CNAO peut recevoir jusqu'à 250 patients dans la journée. Parmi eux, certains sont pris en charge gratuitement. Cette année, par exemple, nous avons prévu de mettre 6 à 10 millions pour les cas sociaux que nous répartissons mensuellement. Et donc chaque mois, les cas sociaux sont répertoriés par le service social. Et sur la quote-part qui leur est due mensuellement, on prend en charge, ce qui fait que nous le prenons en compte pour notre budget pour ne pas être pris de court. Le Centre national d'appareillage orthopédique est le seul, sinon l'un des rares établissements spécialisés à disposer d'ateliers de fabrication d'appareils orthopédiques, tous confectionnés à partir de l'expertise locale. Justement, le centre est réputé pour les prothèses et appareils orthopédiques, mais au-delà de cela, beaucoup d'autres pathologies y sont traitées, comme la rééducation après un accident de la circulation ou à la suite d'un accouchement. D'autres spécialités y sont également dispensées. On voit tout cela avec Fatimata Banelba. Ngossé Guissé ne joue pas au billes. Cette éducatrice scolaire de profession a perdu l'usage de ses mains à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle est en train de faire de la rééducation pour la motricité fine qu'on appelle ergothérapie. J'ai commencé d'abord en kiné avec Philippe et ensuite avec Ariane pour les doigts, pour pouvoir écrire, bien attraper la cuillère. L'ergothérapie, d'une manière générale, c'est pour récupérer l'autonomie de la personne. Ici, on travaille beaucoup avec les personnes qui ont eu surtout des problèmes aux membres supérieurs, donc au bras, pour récupérer les fonctions du bras, pour être autonome tous les jours. Le CNAO, ce n'est pas seulement l'appareillage orthopédique. Plusieurs types de rééducation y sont pratiqués, comme celles liées à l'urogynécologie. Ça traite toutes les pathologies provenant de l'urologie, plus particulièrement celles qui vont créer des incontinences urinaires. De la même manière aussi qu'il y a des pathologies gynéco qui vont créer des prolapsus, des fistules, créer aussi des incontinences, que ça soit aussi bien anal comme urinaire. Le service kinésithérapie compte 15 kinés actifs. Entre autres pathologies traitées, les douleurs lombaires, cervicales, les arthroses, les incapacités découlant des AVC, les traumatismes liés aux accidents de la circulation. Zakaria Diallo a débuté son traitement en 2012. Il avait perdu l'usage de ses 4 membres à la suite d'un accident. Tout au début, j'étais en chaise roulante. Donc, en moins d'1 an, j'ai pu récupérer. Donc, j'ai commencé à remarcher. Donc, je dirais que grâce à Dieu et grâce aux kinésithérapeutes qui sont là, aux ergothérapeutes, donc j'ai pu récupérer, donc retrouver mes fonctions. Au service qui fait la satisfaction des kinésithérapeutes du CNAO, la pédiatrie. Pour les enfants IMC, alors il y a ce qu'on appelle le retard psychomoteur. Voilà. Alors l'enfant à 2 ans par exemple, il n'est même pas en mesure de faire ce qu'un enfant de 9 mois peut faire. Donc le traitement vise, n'est-ce pas, une partie, n'est-ce pas, à disons, résorber, n'est-ce pas, ce trouble. Alors on fait beaucoup de mobilisation articulaire, on fait des exercices sur le ballon. Voilà, c'est la rééducation des niveaux des plus. Alors en pédiatrie aussi, nous avons les cas de POPB.
pathologies obstétricales du plexus brachial. Et on en a beaucoup. Le Centre national d'appareillage orthopédique est un établissement qui ne soigne pas seulement les handicapés moteurs ou psychomoteurs. Plusieurs spécialités paramédicales y sont pratiquées pour permettre aux patients de retrouver leur autonomie. Voilà pour ce focus sur le Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar. Dans l'actualité également, les 20 ans de création de l'UEMOA, les 8 pays membres de l'organisation sous-régionale ont célébré l'événement à Ouagadougou. 20 années de politique économique harmonisée, 2 décennies de développement solidaire. Aujourd'hui, le rêve, sinon le défi, est de bâtir une confédération digne de ce nom. Mais l'enjeu reste l'application des réformes en cours dans l'Union. Envoyé spéciaux à Ouagadougou, Samsidi Ndiaye, Cheikh Bambagay. Le gâteau de l'anniversaire. 20 ans déjà que l'Union économique et monétaire ouest-africaine existe. L'UEMOA, de sa création au milieu d'une décennie qui allait clore un cycle de politiques économiques fragilisé par une absence d'harmonisation des instruments de développement humain. Ainsi, la création de marchés régionaux favorise la circulation des personnes, bien des capitaux, clés de voûte de 8 pays qui partagent un même destin. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons un pacte de convergence au niveau de nos politiques économiques sur le plan sur le plan de la gestion budgétaire, disons sur le plan de la gestion macroéconomique. Et aujourd'hui, effectivement, l'UEMOA présente un intérêt certain pour les économies qui sont ensemble. L'œuvre accomplie ne s'est pas faite en un jour, mais à sa création, l'UEMOA jouissait d'un environnement favorable à son expansion. Autour d'elle, plusieurs institutions financières, notamment la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, créée en 1962. Donc à ce titre, elle définit et met en place, sous l'orientation du Conseil des ministres de l'UEMOA, la politique monétaire qu'il faut pour le pays. Elle est essentiellement conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle permet à chaque moment d'adapter ce qu'il faut comme politique aux États. La diversification des partenaires comme les Émirats arabes unis conduit à une diversification des investissements grâce à une large gamme d'offres de production avec un marché de près de 100 millions d'habitants. Nos économies aussi sont dans une phase de transition où il faut surmonter certains handicaps. Ces handicaps ont pour nom très souvent le manque d'infrastructures. Et pour cela, nous savons également qu'il y a des problèmes de ressources à mobiliser dans notre région. Nous avons des partenaires traditionnels, mais ils ont aussi leurs contraintes. Nous nous sommes dit qu'il faut, à travers de telles conférences, essayer de diversifier nos partenaires en leur montrant les atouts qu'ils peuvent avoir en investissant dans notre zone. Et pour cela, l'UEMOA doit accompagner les États pour pouvoir mobiliser ces ressources. Et ça a été le cas avec la conférence de Dubaï qui a permis d'avoir des intentions d'investissement de l'ordre de 19 milliards de dollars, ce qui est extrêmement important. Dans son message, le docteur Thomas Yaïboni, président de la conférence des chefs d'État, relève l'importance de la célérité dans les programmes économiques communautaires, gage d'une maîtrise des outils de gestion, de contrôle et d'anticipation. C'est un engagement ferme que nous prenons avec la présidence des chefs d'État devant la communauté internationale pour dire que nous prenons un nouvel élan pour préserver les acquis, n'est-ce pas, et relever les défis qui nous attendent encore. Ces défis, vous les connaissez, on en a parlé, et dire que dans tous les cas de figure, nous travaillons afin de faire en sorte que l'UEMOA, comme noyau, puisse continuer d'être l'instrument qui nous permette d'activer notre marche vers l'idéal, c'est-à-dire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette nouvelle ère convoque un rêve, celui d'arriver à une confédération, souligne le président de la commission. Un travail titanesque, mais les jalons sont déjà là. 1994 à Dakar, 2014 ici à Ouagadougou au Burkina Faso, la projection qui était faite à long terme dans un délai de 20 ans est en train de produire ses résultats. Le défi majeur de l'organisation aujourd'hui est d'arriver à une application complète de toutes les réformes dans les 8 États membres.
Merci cher Bamba pour ces précisions. L'actualité hors de chez nous avec d'abord le Nigeria et cette interrogation. Les lycéennes enlevées seront-elles bientôt libres? Le doute plane toujours sur la réalité d'un accord de cessez-le-feu avec les islamistes de Boko Haram annoncé par le gouvernement. Les discussions pour libérer ces quelques 200 lycéennes enlevées au mois d'avril passé se poursuivent au Tchad. Le Nigeria attend leur libération depuis vendredi. 219 lycéennes aux mains des islamistes de Boko Haram. Mais depuis, les annonces contradictoires se succèdent et toujours aucune trace des adolescentes. On reste très prudent et on espère que nos filles vont revenir parce que c'était prévu pour lundi initialement. C'est ce qu'on a entendu. Et lundi, un porte-parole du gouvernement est venu nous dire qu'il n'avait jamais évoqué ce lundi, mais cette semaine. Alors on attend, mais on est vraiment inquiet. Le gouvernement nigérian tente malgré tout de rassurer. En déplacement à Berlin, le ministre des Affaires étrangères évoque des négociations en cours. Je peux dire avec optimisme, un optimisme prudent, que nous nous dirigeons vers le moment où nous allons, dans un avenir très proche, être capables de récupérer nos filles. Les lycéennes ont été enlevées le 14 avril dernier dans le nord-est du Nigeria. Le reste de l'actualité internationale en plus bref. Pour finir, sachez que l'athlète paralympique Oscar Pistorius a écopé d'une peine de 5 ans de prison. Il avait tué sa petite amie, la mannequin Riva Camp, le 14 février 2013. Il a en outre écopé de 3 ans de prison avec sursis pour usage d'armes.